Madame, Monsieur, bonsoir. C'est toujours avec le même plaisir que je vous informe sur Gabon 24. Au sommaire de l'actualité ce soir, à un peu plus d'une semaine de la rentrée des classes, les parents de Tchibanga, dans le sud du Gabon, se ruent au marché pour préparer le trousseau scolaire des écoliers. En Afrique, Malabo, la capitale de Guinée équatoriale, se prépare à accueillir le 4e sommet afro-arabe le 24 novembre prochain sur le thème « Ensemble pour un développement durable et pour la coopération économique ». Et puis, face à Donald Trump, qui mène une campagne controversée stigmatisant certaines populations, Hillary Clinton et son colistier Tim Kaine appellent à un front démocrate, républicain et indépendant pour rejeter la haine et les divisions. Voilà pour les principaux titres de ce journal. Bienvenue à tous. Les délégués provinciaux du parti politique de l'opposition gabonaise, Démocratie Nouvelle, qui ont répondu présents à l'invitation de leur président il y a quelques jours pour prendre officiellement position à l'appel au dialogue national lancé par le président élu Ali Bongo Ondimba, expliquent les motivations de leur circonscription. Andy Tungui et Joël Tatou. Venus des différentes circonscriptions à travers le Gabon, les délégués provinciaux du parti politique de l'opposition Démocratie Nouvelle donnent ici les raisons et les motivations des populations qu'ils représentent sur l'annonce au dialogue national proposé par le président Ali Bongo Ondimba. Les populations ont très bien réagi. Mais il faut quand même souligner qu'au départ, il y a eu beaucoup d'intoxication. Mais quand on est arrivé, après avoir passé le message, tout le monde était d'accord pour le dialogue. Un peu comme vous venez de voir dans la salle. C'est-à-dire, c'est tout le monde pratiquement à 100% qui est d'accord. 26 ans après la conférence nationale qui avait réuni l'ensemble des forces vives de la nation, pour certains, ce sera une première d'y participer. J'accepte ce genre de dialogue, c'est la première fois. Je suis militant depuis 1990, je me suis toujours en marche de ce genre de dialogue qui n'a jamais apporté des fruits escomptés. Mais je pense que dès lors que le président Ali lui-même ait demandé qui est ce dialogue, avec l'apport de la communauté internationale, nous espérons que nous irons vers des issues meilleures. C'est le 4e grand rendez-vous du genre, après la conférence nationale, les accords de Paris et les accords d'Arambo. Il aura sans doute la particularité de s'ouvrir à des questions socio-économiques, culturelles et sportives, au-delà des sujets politiques. Développer les activités agricoles au Gabon est une priorité pour le gouvernement. Mais 56 ans après l'indépendance du pays, plusieurs questions se posent. L'environnement du pays est-il propice? Quels sont les mécanismes à mettre en place pour rendre possible ce retour à la terre? Les réponses dans cet élément de Gaël Mapessi. Pour réduire la dépendance alimentaire du Gabon qui dépense près de 300 milliards de francs CFA par an pour l'importation des denrées alimentaires, les autorités gabonaises ont opté pour le relancement de l'activité agricole en mettant en place le projet Grain, un programme qui n'aura pas du mal à éclore tant l'environnement est propice. Nous avons encore cet environnement qui nous permet d'espérer parce que nous avons un marché, pas virtuel, un marché réel. Quand on vous parle de 300 milliards d'importations, ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est des chiffres qui ont été condensés avec le système de douane, avec le système des distributeurs. Cependant, la question fondamentale sera celle de savoir comment faire pour développer ce secteur d'activité. La première difficulté réside en termes d'effectifs. Nous avons une main-d'œuvre qui ne va pas accompagner le schéma de production. Premier élément. Deuxième élément, je crois que l'affectation des terres va être un élément de réponse primordial parce que la sécurité foncière est un élément de gage pour la réussite de l'activité agricole dans ce pays. Parce que vous vous imaginez, personne ne prendra le risque d'aller au-delà d'un hectare, investir et se retrouver le lendemain exproprié. Je crois qu'à ce niveau, il va de soi. Et le troisième point sur lequel je voulais m'appesantir, c'est celui lié à la recherche, qu'elle soit fondamentale ou appliquée. Parce que la semence sort d'un centre de recherche. Le retour à la terre aura pour mérite de lutter contre le chômage des jeunes, mais aussi la multiplication de la production agricole actuelle du Gabon. La vente en ligne, on en reparle aujourd'hui, est un commerce en pleine expansion au Gabon et qui est très suivi par la direction de la consommation et de la concurrence. Mirandangué nous en dit plus. Depuis quelques années au Gabon, un commerce est en pleine expansion face au commerce ordinaire. Il s'agit du e-commerce ou de la vente en ligne, un commerce qui se fait entre un vendeur et un acheteur via Internet.
Mais au Gabon, il n'existe pas une réglementation pour encadrer ce type de commerce. Il s'agit généralement de ce qu'on appelle les échanges entre un commerçant et un consommateur. Et là, dans ce cas-là, il s'agit généralement d'un contrat qui a été signé par les deux parties. Et les deux parties ont des obligations qu'on retrouve naturellement dans le Code civil et dans d'autres textes qui existent au Gabon. Dans les pays développés, ce commerce fait des chiffres faramineux. Au Gabon, la vente en ligne est suivie par la Direction de la concurrence et de la consommation, qui entend également protéger le consommateur, car développé via la téléphonie mobile. Nous allons très rapidement réglementer ce domaine qui a commencé par un certain nombre de manifestations. Cette tendance, à notre avis, va de plus en plus à aller en avant, et ce n'est pas par hasard que dans d'autres pays africains, il y a effectivement des multinationales ou même des start-up locaux qui se sont préoccupés de cette situation. Le e-commerce ne saurait être réglementé au Gabon que par la mise en œuvre par les autorités municipales de l'adressage des villes déjà entamées à Libreville, la capitale gabonaise, et de ses environs. En prélude de la rentrée des classes à venir, parents et commerçants de la commune de Tchibanga, nous sommes là au sud du Gabon, mettent les petits plats dans les grands pour préparer au mieux cette rentrée. Suivons ce reportage de Lardingue Mamba sur les images de Chris Aoussé Deboutsé. Alors que la rentrée des classes se profile à l'horizon, bon nombre de parents d'élèves s'activent en prenant d'assaut espaces commerciaux et autres commerces pour obéir à une exigence, l'achat de fournitures scolaires. Des rayons visiblement garnis pour la circonstance. Vendeurs et autres acheteurs semblent chacun en tirer profit au petit bonheur la chance. Visiblement, la rentrée scolaire dans la commune de Tchibanga dans le sud du Gabon promet des plus belles perspectives. À en juger par l'engouement des parents d'élèves et apprenants qui veulent renouer avec le chemin des classes et saluent la détermination du gouvernement à faire de la formation son cheval de bataille, ont confié bon nombre d'élèves de la ville de Tchibanga. L'actualité en Afrique, c'est aussi le 4e sommet afro-arabe qui se tiendra en Guinée équatoriale le 24 novembre prochain, qui a un comité qui sera constitué de hauts fonctionnaires du comité de coordination, de coprésidents et du 3e sommet afro-arabe d'Éthiopie et du Koweït, avec pour thème « Ensemble pour un développement durable et pour la coopération économique ». Mirandangé. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Abou, a dépêché une délégation de l'institution à Malabo pour préparer le prochain sommet afro-arabe prévu le 23 novembre prochain. Thème choisi pour cette 4e conférence, Ensemble pour un développement durable et pour la coopération économique. Selon le porte-parole de la Ligue arabe, cette rencontre se penchera sur différents documents, dont 2 rapports qui seront présentés par le secrétaire général de la Ligue et par la présidente de la Commission de l'Union africaine. Ces rapports feront le point sur l'avancement des décisions prises lors du sommet du Koweït, les propositions faites pour impulser la coopération entre les 2 pôles et pour aplanir les obstacles qui se dressent devant le développement de cette coopération, particulièrement ceux relatifs à l'investissement et à la technicité. Selon le responsable de la Ligue arabe, le prochain sommet devra adopter un programme triennal 2017 à 2019, un programme à 3 composantes, c'est-à-dire politique, économique et sociale. La déclaration du sommet doit consacrer la constance de la position des 2 parties à propos de la question palestinienne, les droits légitimes du peuple palestinien, de même que les autres décisions qui seront arrêtées par les chefs d'État arabes et africains. Et c'est la première fois qu'un pays de l'Afrique subsaharienne abritera un tel sommet. En RDC, après les politiques, l'Église catholique se prononce sur l'accord politique signé entre la majorité présidentielle et une partie de l'opposition congolaise. Pourquoi? Linda Gaël Maganga nous en dit plus. L'Église catholique rend publique sa position au terme du dialogue national qui s'est tenu en République démocratique du Congo. L'opposition à Joseph Kabila, actuel président, se sont accordés sur l'échéance de l'organisation des prochaines élections dans le pays. Fixée à 2018, l'Église catholique au Congo propose que soit mentionné dans les termes de l'accord que le président Joseph Kabila ne se représentera pas pour briguer un 3e mandat.
Pour l'Église catholique, même si l'opposition a accepté le poste de Premier ministre, il existe une section radicale qui est susceptible d'organiser des mouvements de contestation. Or, il serait inadmissible que le pays sombre dans de nouvelles violences. La Conférence épiscopale nationale du Congo suggère que les partis concernés retournent sur la table des négociations pour apporter les amendements au rapport final du dialogue national. Le président soudanais Omar El-Béchir a accusé samedi Amnesty International de mensonges après que l'Organisation de défense des droits de l'homme a fait état d'attaques chimiques menées par ses forces contre des civils au Darfour. Le récit avec Gladys Maganga. Le mois dernier, Amnesty avait affirmé dans un rapport qu'au moins une trentaine d'attaques à l'arme chimique avaient été perpétrées entre janvier et septembre sur des villages de la région du Djebel Mara au Darfour, dans le cadre d'une vaste campagne militaire contre les rebelles. Dans une première réaction au rapport, le président Béchir a démenti ces accusations. Vous avez suivi tous les mensonges et les allégations proférées par l'organisation Amnesty International sur l'usage d'armes chimiques. Ce ne sont que des mensonges sans fondement. Le rapport d'Amnesty comprend des images d'enfants souffrant de brûlures chimiques, d'images satellites de villages détruits et de personnes déplacées, des extraits d'entretien avec plus de 200 survivants et des analyses d'experts en armes chimiques. Le Soudan, signataire depuis 1999 de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques, a plusieurs fois demandé le départ de la mission conjointe des Nations Unies et de l'Union africaine, MINUAD. Le Premier ministre marocain et secrétaire général du parti Justice et Développement, Abdelillah Benkiran, s'est exprimé lors du congrès national de ce parti samedi à Salé. Les détails avec Lardingue Mamba. Les congressistes du parti Justice et Développement ont validé la proposition du Conseil national du parti, consistant à repousser le congrès ordinaire au plus tard à fin 2017. Les résultats du vote étaient supérieurs à 95% de oui. Les structures, instances, Conseil national et secrétariat général voient donc leur mandat prolongé jusqu'en fin 2017. Le parti Progrès et Socialiste et le parti ISCAL se sont décidés à ce que je vois. Pour les autres, il y en a qui attendent leur Conseil national et d'autres qui attendent notre proposition comme l'Union socialiste. Nous devons nous comporter avec nous-mêmes, avec notre pays et la société en transparence. Nous devons être proches du citoyen et prendre soin de son intérêt d'une manière générale, avoir des principes. C'est ça notre référentiel et pas la tyrannie, ni le fait de nous occuper des affaires des autres. L'explication officielle que nous avons dû écouter au moins une vingtaine de fois chez différents intervenants est que le parti ne peut pas affronter plusieurs échéances électorales en si peu de temps. Élections municipales, régionales, renouvellement des instances du PGD et élections législatives. Malgré leurs efforts pour captiver les troupes, en attendant le résultat du scrutin, on sentait bien que la salle n'attendait que l'issue du vote pour écouter ce qu'avait à leur dire leur secrétaire général. Cap aux USA, Hillary Clinton et Tim Kaine ont dit chercher à rassembler démocrates, républicains et indépendants pour rejeter la haine et les divisions lors d'un événement de campagne à Pittsburgh. Le récit de Gladys Maganga. Hillary Clinton et son colistier Tim Kaine ont drainé 7500 personnes lors d'un événement de campagne à Philadelphie samedi soir. À 17 jours du scrutin, les deux candidats sillonnaient la Pennsylvanie et l'Ohio. Cruciaux dans la course à la Maison-Blanche, ces deux États appartiennent à la Rust Belt, vaste région qui s'étend en arc autour des Grands Lacs qui a été frappée de plein fouet par la désindustrialisation. Les gens se rassemblent, démocrates, républicains, indépendants, pour rejeter la haine et les divisions. Il menace notre démocratie. J'ai déjà perdu des élections. Vous ne vous sentez pas bien le jour d'après, croyez-moi. Mais dans ce pays, nous savons faire la différence entre leadership et dictature. Correct? L'équipe de Donald Trump avait promis un discours référence sur les 100 premiers jours du candidat républicain à la Maison-Blanche. Le magnat de l'immobilier a en réalité repris l'essentiel des propositions égrenées au mois en cours et n'a pu résister à la tentation de réitérer ses attaques les plus virulentes. Je me fais critiquer par la presse. Je sais que ça fait partie de notre système démocratique. Nous croyons en la liberté de la presse. Si vous allez dans des pays où elle n'existe pas, vous allez comprendre pourquoi elle est aussi importante.
Le camp Clinton espère désormais une victoire massive le 8 novembre prochain, caressant aussi l'espoir de reprendre une partie du Congrès actuellement aux mains des Républicains. Des membres des forces d'intervention rapide irakiennes ont démantelé samedi des engins d'explosifs mis en place par des combattants du groupe État islamique au sud de Mossoul. Lardin Gemamba. Quelques jours après l'offensive appuyée par la coalition internationale contre le dernier bastion du groupe État islamique, des membres des forces d'intervention rapide irakiennes ont démantelé samedi des engins explosifs dans le sud de Mossoul, appartenant aux djihadistes du groupe État islamique. Nous sommes la deuxième division des forces d'intervention rapide et nous sommes sur la route qui relie Bagdad à Mossoul. Cette route a été nettoyée, nous avons enlevé tous les engins explosifs, nous sommes près du village de Tibé et nous avançons vers Mossoul. Ces engins explosifs ne nous arrêteront pas et nous parviendrons jusqu'à Mossoul. En réalité, dans cette bataille, les forces d'intervention rapide ont progressé selon ce qui était prévu. Les autres groupes des forces irakiennes ont également bien progressé. Nous avons des informations, nous disposons d'informations selon lesquelles Daesh a changé sa stratégie pour s'attaquer aux intersections et aux civils en général. Alors que l'offensive militaire pourrait prendre la deuxième ville irakienne, au djihadistes se poursuit. Les familles vivant dans les environs de la ville trouvent refuge dans un camp à Kayara, à une trentaine de kilomètres dans le sud de Mossoul. Une personne a été tuée et 2 autres blessées dimanche dans un parc au Japon lors de 2 explosions quasi simultanées, ont annoncé les pompiers, tandis que les médias évoquaient l'acte d'un suicidaire. Le récit de Gladys Maganga. Les explosions se sont produites dans un parc d'Utsunomiya, à une centaine de kilomètres au nord de Tokyo, peu après 11h30, environ 1h du matin, heure du Gabon. L'une des explosions est survenue dans un parking desservant le parc. L'onde de choc était tellement forte, je trouve que ça n'avait rien à voir avec l'explosion de bonbons de gaz parce que le souffle de la déflagration était plus violent. Après le premier petit boom, il y a eu des explosions plus fortes. La chaîne publique, compagnie de diffusion du Japon, NHK, a diffusé des images d'une voiture incendiée que les pompiers étaient en train d'arroser d'eau et a rapporté qu'un corps en très mauvais état avait été découvert dans un local à bicyclette à l'intérieur du parc. Le quotidien Yomiuri a précisé de son côté qu'une des voitures avait explosé et en avait fait brûler 2 autres. Quelques minutes plus tard, la police découvrait le corps démembré d'un homme à l'intérieur du parc, ajoutant qu'un festival qui s'y déroulait avait été immédiatement annulé. Les explosions de ce genre sont très rares au Japon. Il arrive que des engins explosifs artisanaux soient déposés près des bases militaires américaines par des groupes d'extrême gauche. Les Taïwanais raffolent de miel, une gloutonnerie qui en fait une denrée rare et chère. Mais les apiculteurs peinent à profiter de cet appétit pour leurs produits puisque le changement climatique et les maladies limitent la taille de leurs récoltes. Linda Gaël Maganga. Sous un arbre de carambole, Jiang Wambi tend ses ruches. Le pompage du miel pour un marché en croissance rapide des consommateurs soucieux de leur santé. La famille de Jiang a gardé les abeilles depuis 80 ans et gère maintenant plus de 500 ruches dans le comté nord-ouest de Chishu. Au total, sa famille a autour de 2000 ruches dans le nord de Taïwan. Les jeunes Taïwanais n'arrivent pas à trouver d'emploi qui paye bien. Alors beaucoup de jeunes gens retournent chez eux et travaillent dans l'agriculture. Comme la valeur des produits apicoles est élevée, les jeunes partent dans les villages agricoles pour apprendre l'apiculture et faire avancer leur carrière. Ces 2-3 dernières années, la production des miels était faible. Il y a par exemple eu une sérieuse vague de froid cette année et une sévère sécheresse, celle d'avant. Quand la météo n'est pas très bonne, les abeilles n'arrivent pas à avoir assez de nectar. La Taïwan a produit en 2015 plus de 11 000 tonnes de miel et a récolté plus de 85 millions de dollars, environ 60 milliards de francs CFA. Cette année, les conditions météorologiques ont été particulièrement mauvaises pour les abeilles et l'activité apicole. Les professionnels associent cette baisse de production au changement climatique qui bouleverse à la fois les floraisons et le travail des colonies d'abeilles.
Le sport de cette grande édition avec la 4e édition du Marathon du Gabon qui aura lieu du 26 au 27 novembre prochain dans la capitale gabonaise Libreville. Les inscriptions sont ouvertes au public depuis plus d'une semaine. Lumina Tuntum et Bertin Osaga. Après le lancement des inscriptions samedi dernier, les préparatifs de la 4e édition du Marathon du Gabon, prévus pour le 26 et 27 novembre prochain à Libreville, sont en cours. Ce dimanche, différents athlètes, accompagnés de leur coach, ont pris d'assaut la plage face au lycée Léomba, dans le premier arrondissement de la capitale gabonaise, pour l'une des premières séances d'entraînement de cette nouvelle édition. Ce dimanche, je pense qu'on avait déjà vu l'engouement des jeunes qui sont venus massivement à la préparation de cette édition. Le marathon aussi, c'est une histoire de famille parce que c'est tout le monde qui vient participer, les enfants, nos papas, nos mamans. Le Marathon du Gabon, une course plurielle qui mêle l'activité sportive et sociale. Pour cette nouvelle édition, des innovations sont annoncées. L'objectif est de mêler notre course à la lutte contre les cancers féminins au niveau du Gabon. Et il faut également dire que l'ensemble des frais de participation pour la course la gabonaise sera reversé à la maison d'Alice, qui est une maison qui a été mise en place pour la lutte contre les cancers féminins au niveau du Gabon. Et nous sommes réunis aujourd'hui pour la phase des entraînements que nous offrons comme ça à la population depuis la première édition du marathon. Les entraînements se feront tous les samedis et dimanches à partir de 8h au lycée national Léomba avec la présence des coachs professionnels. C'est au cœur de la capitale gabonaise, sur le long du littoral, que le départ sera donné dans quelques jours. Sur 42 km au total, des courses cadets, juniors, seniors et la gabonaise exclusivement réservée aux femmes sur 5 km. Les inscriptions se poursuivent, les frais sont fixés à 3 000 francs CFA et l'épreuve est ouverte aux coureurs professionnels et amateurs de 9 à 60 ans et plus. Avant de nous quitter, le rappel des titres. À un peu plus d'une semaine de la rentrée des classes, on l'a vu dans ce journal, les parents de Tchibanga dans le sud du Gabon se ruent au marché pour préparer le trousseau scolaire des écoliers. La capitale de Guinée équatoriale se prépare à accueillir le 4e sommet afro-arabe le 24 novembre prochain sur le thème « Ensemble pour un développement durable et pour la coopération économique ». Les contours nous ont été donnés par Miran Dangué. Face à Donald Trump qui mène une campagne controversée stigmatisant certaines populations, Hillary Clinton et son colistier Tim Kaine appellent à un front démocrate, républicain et indépendant pour rejeter la haine et les divisions. Voilà, Madame, Monsieur, c'était là l'essentiel de l'actualité du jour. Merci à vous d'avoir été fidèles à Gabon 24. L'information continue sur notre chaîne.